Un jour d'un été que je passais dans ma maison de Bourgogne, ma compagne de l'époque partit faire des courses au supermarché d'Avalon et, comme à mon habitude, je me précipitais dans la cuisine. Il n'y avait rien de satisfaisant pour l'ogre que j'étais dans le réfrigérateur et comme je savais qu'elle en avait pour 2 heures au minimum, je me fis cuire des pâtes. Un paquet entier dans un énorme faitout. Je les égouttais, les mis dans un saladier, y versais une demi-bouteille d'huile d'olive et partis m'installer à mon bureau pour ingérer ma proie. Mais au moment où je m'asseyais, comme une sorte de punition immanente, le fauteuil à roulettes céda sous mon poids et je me retrouvai à terre, à côté du saladier, cassé, des spaghettis éparpillés sur le sol et mon corps. Une jambe repliée sous mon poids que j'étais incapable de bouger m'interdisait de me relever. La douleur était terrible, mais dérisoire, à côté de celle que m'infligea le regard de cette femme, revenant des courses et me trouvant à terre, gisant parmi les spaghettis et l'huile. J'ai eu conscience très tôt que j'étais boulimique, mais je n'ai commencé à grossir que après cette prise de conscience. C'est-à-dire que, bon, d'abord, quand j'étais ado, enfin môme et ado, je faisais beaucoup de sport, etc. Donc, j'ai réussi à maintenir le truc quelque temps. Et puis, peu à peu, j'ai été submergé, quoi, c'est-à-dire par l'alimentation. Je me souviens que la première année de fac, quand j'ai passé la visite médicale, j'avais pris 30 kilos en un an. J'avais arrêté le sport et j'avais arrêté de fumer. Donc voilà. Et après, à partir de là, ça a été le yo-yo permanent, mais surtout la destruction permanente. C'est-à-dire que peu à peu, j'ai rompu tous les liens sociaux, affectifs. Enfin, voilà. La mère de mes 2 grands-fils était une femme très douce, très, enfin, à qui j'avais rien à reprocher. Je n'avais pas de scène de ménage, etc. Et là, j'ai commencé à cette époque-là à être vraiment boulimique, c'est-à-dire à me lever en cachette la nuit, à manger. Et il y a une scène que je raconte dans le livre où elle m'a... Je me suis réveillé en pensant à des côtes de porc qu'on avait achetées le matin même au marché. Je suis descendu dans la cuisine, j'ai commencé à faire cuire 4 côtes de porc, je me souviens les avoir bien imbriquées les unes dans les autres pour qu'elles tiennent dans la poêle. Et j'étais en train de faire cuire ces côtes de porc et elle s'est levée. Et je vois la porte de la cuisine qui s'ouvre et cette femme qui me regarde. Et là, j'ai tellement honte, je suis tellement surpris. Elle ne dit rien, elle est tétanisée, que je balance les côtes de porc, espèce de réflexe dingue. Je lui balance les côtes de porc au visage, quoi. Donc elle a l'huile, le beurre, je pense que j'avais mis comme qui dégoulinait et tout. Et là, j'ai su qu'elle me quitterait, évidemment. Vous voyez dans son regard la surprise, une espèce de dégoût quand même, parce que j'étais à poil, j'avais un morceau de pain dans la bouche, enfin bon, c'était un tableau félinien. Et, et en fait, c'est une réaction presque d'animal blessé, quoi. Alors que, évidemment, la pauvre, elle est... Peut-être qu'elle m'aurait aidé. D'ailleurs, elle m'a beaucoup aidé en amont. Elle savait que je déconnais un peu au niveau alimentaire et tout ça. Elle essayait de m'aider. Mais vous trichez, vous vous cachez et vous détruisez non seulement vous-même, mais votre entourage. Vous allez me dire, toutes les addictions, c'est comme ça. Sauf que les junkies ou les alcoolos, il y a une espèce de romantisme qui s'attache à ça. Mais le type à poil qui pèse 200 kilos devant la porte ouverte du frigo et qui bouffe le gâteau d'anniversaire de son fils, c'est pas rock'n'roll, c'est pas romantique, c'est pas chanté par Lou Reed. Vous voyez ce que je veux dire? Il est pas là, il n'y a pas un beau tableau berlinois avec une seringue dans le truc. C'est vraiment très, très culpabilisant. Et presque, il y a une honte qui s'attache à ça. Et je voulais que ce livre puisse aider les gens qui sont dans cette solitude, parce que dès que vous rentrez dans cette maladie, c'est une solitude infinie. Vous mentez à tout le monde, vous
désocialisé, affectivement également. Vous ne pouvez évidemment pas maintenir un foyer, des enfants. J'ai détruit ma relation avec mes deux grands-fils, que j'aime, enfin, plus que tout, comme le troisième. Sauf que le troisième, je ne pèse pas 250 kilos, mais je veux dire, quand vous faites à peu près 50 mètres maximum par jour, vous avez une capacité de marche de 50 mètres, c'est difficile d'avoir des activités avec un fils que vous emmenez au foot, par exemple, et où ça devient un véritable calvaire d'aller au stade, de monter les marches, ou de l'emmener même lui au foot et de rester accroché à la main courante et de l'encourager. C'est-à-dire que j'étais même pas un gros monsieur, j'étais au-delà de ça, j'étais quelque chose... En fait, c'est l'idée de ce livre également m'est venue lors d'un repas, il n'y a pas si longtemps, d'un dîner chez Jean-Michel Cohen, où il m'a dit, tu sais, à l'époque, tu étais dans le top 10, voire le top 5. Je dis, tu veux dire quoi? Il me dit, au niveau du poids, en France, tu étais à tous les coups dans le top 10. Les types les plus gros, types de 50 ans les plus gros. Et là, j'ai pris une claque parce que je ne m'en rendais pas compte. Donc, si vous voulez, c'était au-delà de « Oh, regarde le gros !» quoi. Et quand je l'emmenais à l'école le matin, les jours où je l'avais, comme on dit, je le laissais à 2 rues de l'école. C'était tacite entre nous. Il savait pourquoi je le laissais à 2 rues de l'école. Pour faire bien, je lui disais « Je te laisse là parce que tu vois, avec les sens interdits, on va perdre beaucoup plus de temps. » Il me disait « D'accord. » Et il savait bien, c'était impossible. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes en fin de primaire ou même en 6e, en 5e au collège, ou même même au lycée, je veux dire, vous ne pouvez pas vous débarquer devant l'école et le père qui ouvre la porte à son fils et qui pèse 250 kilos. C'est une espèce de tâche honteuse qui va marquer l'enfant. Et je me rends compte que je leur ai infligé ça. Et je me rends compte maintenant, dans les rapports que j'ai avec eux en tant qu'homme, que j'ai détruit ça. Et moi, si vous voulez, j'ai réussi à survivre et à revivre. Mais ce que j'ai détruit dans ma relation avec mes deux grands-fils, ça c'est irrémédiablement mort. C'est dans leur passé, ils ont cette image-là d'un homme. Ils ne me jugent pas, hein, ils sont pas. Me disent, Dad, t'as fait ce que t'as pu, quoi. Voilà. Mais ça, je crois que dans cette histoire-là, c'est le plus tragique. Ce livre, bon, il y a une dédicace à Jean-Michel Cohen qui m'a sauvé la vie, etc. Au début, je me suis dit, je vais l'écrire pour ma femme, qui est celle que j'ai toujours cherchée. Et puis je me suis rendu compte qu'il était évident, elle le sait, que ce livre est pour elle, comme tout ce que je fais. Parce que si vous ne partagez pas, s'il n'y a pas de partage, il ne peut pas y avoir. C'était le drame. Et c'est pour ça que je continuais à me détruire malgré le succès, la télé, parce que je ne partageais pas ça. Et vous ne pouvez pas faire ça pour vous. Donc, c'était une évidence. Donc, après, je me suis dit, pour mon petit, pour Antoine, pour qu'il sache, j'ai failli écrire ça dans la dédicace, pour que tu saches. Parce que lui, il ne sait pas. Il ne m'a pas connu comme ça, contrairement à ses deux grands frères. Et donc, pour répondre à votre question, finalement, au bout du compte, ce livre, je l'ai écrit pour mes deux grands-fils, dont j'ai détruit la partie d'enfance qui les reliait à moi.